Bonjour François Cros. Bonjour. État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Le sous-titre, c'est « Entre réislamisation et tentation islamiste ». C'est une enquête que l'IFOP fait à peu près tous les 10 ans environ et qui s'est attachée strictement aux musulmans vivant en France. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Alors d'abord, ce qu'on montre, c'est qu'il n'y a pas d'islamisation générale de la population française. On met un petit peu la mosquée au cœur du village. On a 7% des personnes âgées de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine qui se disent musulmans. C'est bien plus éloigné que la proportion qu'imaginent les Français, autour de 30% dans les enquêtes. Donc c'est important de montrer que bien sûr, il y a des départements, des zones où il y a un niveau de concentration de cette population bien plus forte, mais globalement, ça reste une progression soutenue, régulière, mais qui n'est pas dans l'explosion. Ça, c'est important à savoir. En revanche, on a bien un processus de réislamisation qui a été mis en évidence déjà par Gilles Kepel dès les années 90 et qui a été confirmé aussi par d'autres travaux, ceux de Rougier, de Micheron ou de Galland, et qui montre que dans la jeunesse musulmane, on a une réappropriation de la religion dans un sens très rigoriste. Ce sera intéressant d'ailleurs de mettre en perspective avec les études de Gilles Kepel, non seulement en France, mais également hors de France, puisqu'on note quand même depuis le début des années 90 une réislamisation des sociétés, aussi bien dans le monde Maghreb, Machrek, y compris dans le monde africain. Ce qui est intéressant, c'est que votre étude vient en écho par rapport à cette tendance de fond que l'on observe depuis la chute du mur de Berlin, finalement. Ce qui est intéressant dans cette enquête, on est l'IFOP, on est un vieil institut d'un vieux pays, on existe depuis 1938, et là, comme vous le montrez sur l'écran, on a mis les choses en perspective historique sur 40 ans, depuis 1985, et là, vous voyez qu'il y a une progression constante, mais lente, on va dire, de la population musulmane, mais c'est surtout la dislocation de la matrice catholique, comme le dit si bien mon collègue Jérôme Fourquet, avec une proportion de personnes qui se disent catholiques qui a été divisée par 2 en 40 ans. C'est très, très impressionnant comme évolution. Et ça se traduit pas forcément par une baisse, un effondrement des chrétiens. Ce qu'on montre dans l'enquête, c'est notamment une montée un petit peu des orthodoxes, mais surtout des protestants qui sont à 4%, grâce à un mouvement évangélique très puissant, très dynamique, notamment dans les banlieues, où il est parfois dans une position un peu concurrentielle par rapport à l'islam, notamment dans les populations subsahariennes. C'est ça, l'un des autres intérêts de votre étude, c'est de montrer qu'il y a finalement une augmentation de ce qu'on pourrait appeler l'identitaire religieux aujourd'hui en France. Oui, notre enquête, elle montre que bien sûr, chez les musulmans et surtout chez les jeunes musulmans, on a cette réaffirmation identitaire à travers la religion. On le voit par exemple sur le port du voile. La proportion de femmes voilées qui le portent parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont musulmanes et qu'elles sont fières de l'être a augmenté d'une quinzaine de points en l'espace de 10 ans. Alors, revenons sur ce point, parce que c'est l'un des phénomènes effectivement le plus frappants. C'est-à-dire qu'en en 22 ans, finalement, il y a une augmentation quasiment de 1 à 4. Ça a triplé, exactement, chez les jeunes. Alors, pas chez l'ensemble des musulmanes. Oui, chez les moins de 25 ans. Ça a progressé d'une dizaine de points, mais la grosse progression qui est surprenante, et tellement elle est forte, c'est qu'on a aujourd'hui 45% des jeunes musulmanes de moins de 25 ans qui portent le voile régulièrement, occasionnellement. Attention, elles ne le portent pas tout le temps. Certaines le retirent au travail, dans les études ou à certains moments. Ce n'est pas systématique. Alors, arrêtons-nous justement sur ce phénomène. De quoi est-il le nom ? Si je vous suis, c'est un phénomène identitaire. Est-ce qu'on arrive, à travers votre étude ou bien à travers d'autres études, à savoir quelle est la part parmi ces 40% de jeunes musulmanes de moins de 25 ans qui portent le voile, la part de celles qui le font par contrainte et celles qui le font par choix identitaire? Il y a 3 motivations sur le port du voile. Il y a la motivation purement religieuse, où là, en fait, le discours rigoriste a réussi à imprimer l'idée que la bonne musulmane ne peut être que voilée. Donc, elles ont intériorisé cette idée. Et pour elles, au fait, c'est le fruit de leur conviction religieuse et de leur engagement religieux. C'est le port du voile. C'est 80% des musulmanes qui disent qu'elles portent le voile pour une raison religieuse. Donc, c'est le premier motif. Mais ensuite,
on est allé rechercher les raisons qui sont plus de l'ordre du sécuritaire. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une majorité de musulmanes, notamment les plus jeunes, qui sont le plus soumises à une pression sexuelle dans l'espace public, des violences sexistes ou sexuelles, qui le mettent pour se protéger, pour se sentir en sécurité, 42%, pour ne pas attirer le regard des hommes, 44%, 15% pour ne pas être perçu comme une femme impudique, comme si la pudeur était remise en jeu quand on montre ses cheveux, et 2% seulement sous la pression directe des proches. Donc, elles sont très peu à porter le voile sous pression de proches directs. Par contre, on voit bien que l'environnement global, l'environnement notamment du quartier populaire ou d'une centre-ville, peut les amener à porter ce genre. J'appelle ça un peu une sorte de cape d'invisibilité. On est dans l'invisibilisation du corps féminin dans l'espace public et ça permet d'éviter... Par pression sociale. Par pression, non pas du groupe familial ou conjugal, mais de l'environnement urbain. Très intéressant parce que vous évoquez également dans votre étude l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une culture de la radicalité. Alors, cette radicalité, elle se retrouve d'abord par des pratiques cultuelles beaucoup plus strictes. On le voit, pratique du ramadan, non-consommation d'alcool, tout ça a grosso modo été multiplié par 2 depuis 89, même si on retrouve des fois un effet de plateau. Ça, c'est les pratiques cultuelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se traduit aussi sous une forme de radicalité, notamment dans les rapports hommes-femmes. On en parlait sur le voile. C'est-à-dire que le voile, c'est une volonté de refuser tout contact visuel avec le corps d'un autre sexe. Et on le voit, vous parlez de radicalité. Là, on a un tiers aujourd'hui des jeunes de moins de 25 ans, donc 45%, excusez-moi, des jeunes musulmans de moins de 25 ans qui ne veulent pas faire la bise à une personne de l'autre sexe. Et au total, on a près de la moitié des musulmans, ce qui est quand même très fort, qui refusent soit d'aller dans une piscine mixte, soit de se faire soigner par un médecin, soit de serrer la main, soit de faire la bise à quelqu'un de l'autre sexe. Donc on a une rigidification des rapports de genre qui est contradictoire totalement avec le libéralisme des mœurs en phase en Occident depuis au moins les années 50-60 et qui remet en cause même la dernière révolution féministe depuis MeToo qui va encore plus loin. Donc on se retrouve avec une minorité où cette radicalité dont vous parlez, elle se retrouve notamment sous ce que j'appelle une forme de séparatisme de genre qui est de plus en plus revendiquée, en particulier par les femmes. Est-ce qu'on observe un espèce de fémino-islamisme également à travers cette étude, c'est-à-dire justement par... vous disiez une forme de pudeur ou bien de rejet de la masculinité qui pourrait se manifester justement par le port du voile ou en tous les cas le refus d'un rapport avec les hommes. Vous savez, dans toutes les religions, les femmes sont toujours celles qui transmettent le plus les normes, les règles, les rites. Ça a toujours été le cas. Et chez les musulmans, c'est la même chose. C'est le caractère musulman de l'individu se transmet par le père, mais l'éducation se fait par la mère. Et cette pression, en fait, à être dans ce qu'on appelle un halal way of life, c'est-à-dire d'être dans le respect scrupuleux des prescriptions religieuses les plus strictes dans l'ensemble de sa vie, dans l'ensemble de sa vie sociale et quotidienne, il est plus fort chez les femmes, vous avez raison. C'est même chez elles qu'on a un peu plus de sympathie pour les courants islamistes, un peu plus de radicalité. Là, on est vraiment, en fait, dans un effet aussi de respectabilité. Elles ont, pour beaucoup, pas toutes, il y a quand même, il faut être prudent sur l'enquête, mais elles ont beaucoup, en gros, intégré un système normatif très rigoriste qui veut que si on est une bonne musulmane, on doit être voilé, on ne doit pas serrer la main et on doit être conforme à une image très... stricte et rigoriste. C'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'observe également Florence Bergeaud-Blaclair dans son livre sur le business du halal. Ma question aussi, c'était de dire, est-ce que finalement, paradoxalement, il n'y a pas aujourd'hui aussi une forme de féminisme islamiste ? Alors, vous savez que dans les féminismes aujourd'hui, il y a des féminismes universalistes, il y a des féminismes intersectionnels, et il y a des féminismes identitaires. Que ce soit entre guillemets chez les musulmans avec ce féminisme islamiste ou chez les blancs avec des féminismes de droite extrême comme Némésis ou d'autres qui, en fait, dans ce courant-là, sont souvent en fait porteuses d'un discours qui dit que le vrai danger n'est pas au sein de sa communauté pour les femmes, mais plutôt d'autres communautés. Némésis, ça va être le danger arabo-musulman. Chez les musulmanes, ça va être de dire que surtout, ce qui pèse sur elles, c'est des discriminations
à la fois en tant que femmes et musulmanes, notamment sur l'expression de leur religiosité vestimentaire. François Cros, il y a un autre phénomène qui est marquant dans votre étude, c'est l'explosion de la fréquentation de la mosquée chez les jeunes. Oui, on a une fréquentation qui a doublé en 40 ans. Hein. Aujourd'hui, elle est d'environ 35% chez l'ensemble des musulmans, et elle est beaucoup plus forte chez les jeunes. Chez les jeunes, de ce que j'ai vu, c'est qu'on aborde même parfois certaines pointes. Là, on le voit, c'est 40%, mais pour certaines catégories même, j'ai vu que ça pouvait aller jusqu'à 80%. Alors, le 80%, il est plus sur la pratique de la prière, qui là aussi peut s'avérer beaucoup plus fort. Vous voyez, en 40 ans, on est passé de 7% à 40%. Donc, avant, la mosquée, c'était les chimamistes et les vieux, entre guillemets, musulmans qui allaient. Oui, chez les jeunes, dans le regroupement communautaire des Chibani. Voilà, c'est ça. Donc, c'était quelque chose qui était même regardé, en gros, avec un peu de mépris. On disait qu'en gros, la religion, c'était un carcan d'un autre âge. Et ces jeunes musulmans, enfin français de culture musulmane, dans les années 80-90, ils ont été socialisés avec 3 chaînes ou 4 chaînes hertziennes, avec pas de parabole, pas de réseaux sociaux. Et donc, finalement, sur tout un ensemble de normes de la vie, ils sont très proches de la moyenne nationale. Ce sont les autres, ceux qui sont nés et qui ont été socialisés à partir du milieu des années 90, avec les paraboles, avec les réseaux sociaux, avec tout aussi un dynamisme victimaire qui ne repose pas sur rien. On a fait une enquête pour la Grande Mosquée il y a un mois qui montrait que 80% des musulmans se sentaient discriminés, qu'il y avait des taux d'exposition à des formes de rejet de l'emploi, du logement ou d'autres qui étaient beaucoup plus forts chez les musulmans que dans les autres populations. On a un peu un effet de l'œuf et la poule, c'est-à-dire on est d'autant plus discriminé qu'on va se réfugier dans sa communauté de manière assez radicale, et à l'inverse, plus on est dans la singularité de l'expression de sa religiosité, plus on est exposé à des discriminations. Il y a un autre phénomène qui est très intéressant, c'est vous parlez du respect du ramadan, ça va dans le même sens, qui est devenu maintenant écrasant. Oui, c'est ça. On a aujourd'hui 83% des jeunes de 18 à 24 ans qui ont respecté le jeûne du ramadan pendant tout le mois. Si on intègre ceux qui, en plus, le respectent que quelques jours, on est à un taux qui est quasiment universel. Cette norme-là, alimentaire, on ne l'a pas mesurée là, mais aussi sur le halal, avec Jérôme Fourquet, il suit ça depuis très longtemps de manière très assidue. Et les travaux de Florence Blacher ont bien montré à quel point, en fait, on avait eu une halalisation des comportements alimentaires depuis une trentaine d'années, et que ça faisait partie des éléments de distinction dans cette population par rapport au reste de la population. C'est pas les seuls. Hein. Chez les Juifs, on a aussi le kasher, qui, en fait, est un élément au sein même de la communauté pour savoir si, en fait, on est, entre guillemets, un bon musulman, un bon juif, de ceux qui ont un rapport beaucoup plus distancié. Et une augmentation également de la pratique du carême, d'ailleurs, on l'a observé cette année chez les catholiques. Autre phénomène, c'est le succès des frères musulmans, et plus encore, et ça, c'est un des points les plus frappants, je trouve, de votre enquête, le succès de l'islam radical, plus précisément l'islamisme sous toutes ses formes, salafisme, wahhabisme, tabligh. Est-ce qu'il y a derrière ce succès la croyance que finalement l'islamisme c'est le vrai islam? Oui. Alors, ce succès générationnel de l'islamisme en général, pour moi, il tient à sa capacité pour des jeunes qui sont souvent en quête de sens ou d'appartenance, d'apporter un récit identitaire total qui ne se limite pas qu'aux religieux en proposant un retour à l'islam véritable qui ne serait pas celui beaucoup plus modéré des parents ou des grands-parents, mais en plus, il intègre une dimension sociale à travers une solidarité communautaire qui joue beaucoup dans des milieux parfois plus souvent précarisés, et, c'est ça le sujet, une dimension politique avec un rejet assez net d'une partie des valeurs de l'Occident, notamment en matière de mœurs, notamment en matière de rapport homme-femme. Très intéressant également le recul dans l'ensemble de la population musulmane, et pas seulement chez les jeunes, des respects des lois françaises au profit de la charia. Vous dites qu'il y a un point de bascule entre 2016 et 2019. Alors, il est probable que, en fait, la réaction de la nation après les attentats de 2015 ait pu, en fait, susciter un repli identitaire avec un sentiment d'exclusion du reste de la nation. Ça
rappelle la polémique sur les catholiques zombies et tous les échanges qu'il y a pu avoir sur au fait quelle était cette France qui était la plus sensibilisée et la plus indignée par les attentats islamistes. Et ça rappelle cette fameuse... le débat autour du pas d'amalgame à chaque fois qu'il y a ce type d'attentat. En tout cas, sur la question du respect des normes juridiques et des lois, on a un indicateur intéressant, puisque lui aussi met les choses en perspective historique, c'est sur un sujet important dans votre famille, comme l'abattage rituel, le mariage ou l'héritage, que feriez-vous si vous avez le choix entre le respect des lois françaises et le respect des règles de votre religion? Et le respect des lois françaises, il est cité là par un musulman sur deux, c'est une baisse de 15 points par rapport à 1995. À l'inverse, le respect des règles de votre religion est cité par 44%, ça a progressé quasiment de 20 points en 30 ans. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a ce rigorisme, cette religiosité, elle ne se limite pas qu'à des pratiques cultuelles purement individuelles. Elle a l'impact, en fait, sur la volonté d'une partie de la population d'être dans une société charia compatible, c'est-à-dire conforme aux règles islamiques qu'eux appliquent au quotidien en tant qu'individus. C'est un point intéressant de votre étude, vous le dites, vous l'avez dit d'ailleurs au début de cet entretien, il n'y a pas de grand remplacement, vous l'écrivez d'ailleurs, mais un grand recul de l'adhésion aux valeurs républicaines, en fait. C'est pas que dans cette communauté qu'on pourrait le constater, chez l'ensemble des jeunes, dans des minorités parfois régionales ou d'autres minorités ethniques ou culturelles. Les musulmans n'ont pas ce monopole, malheureusement, pour les combattants de la République. Je dirais juste que là, il y a bien sûr une défaillance de la République, de l'école publique, quand, par exemple, sur la question de l'origine du monde, on pose la question, lorsque la religion et la science s'opposent sur la question de la création du monde, à qui est-ce que vous faites plutôt, vous estimez que c'est plutôt la religion qui a raison, c'est plutôt la science qui a raison? Chez les jeunes musulmans, 81% pensent que c'est la religion. C'est 4 fois plus que chez les jeunes des autres religions. Là, on voit bien qu'il y a une singularité musulmane et qu'il y a un échec de l'école publique, alors même qu'ils sortent tout juste du système scolaire. Toute dernière question, réponse courte. Quid du vote Mélenchon dans cette population? Est-ce que vous le mesurez d'ailleurs dans cette... C'est un portrait religieux, on n'a pas cherché à aller sur cet angle-là. Nos données à nous montrent aujourd'hui que le vote LFI capte environ les 2/3 des personnes qui votent aux élections. Mais attention, dans notre sondage, c'est pas le premier, on a un quart des musulmans qui ne sont pas français, donc qui ne peuvent pas voter. Vous en avez aussi beaucoup moins qui sont inscrits, et chez ceux qui sont inscrits, il y en a peu qui votent. Donc ce poids du mélenchonisme, entre guillemets, il est limité qu'à la fraction la plus intégrée civiquement et politiquement au reste de la société. Merci beaucoup François Cros. État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. C'est une étude absolument passionnante, vraiment qui fourmille de chiffres. C'est un travail très sérieux et qui a été réalisé depuis sur les 40 dernières années et qui est régulièrement mise à jour par l'IFOP. Il est bien évidemment à retrouver sur le site de l'Institut de sondage de l'IFOP, et le commentaire et l'analyse de Jean-Marie Guénois, bien sûr, à retrouver également